Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En Chine, en Iran, la répression s'intensifie face aux mouvements de contestation, tandis qu'en Russie, Vladimir Poutine continue de museler toute tentative d'opposition. À quel moment la colère d'un peuple peut-elle se retourner contre le pouvoir qui l'oppresse ? Que peut nous apprendre l'histoire de ce point de vue ? Florian Louis, bonjour. Vous êtes historien des relations internationales. On vous doit notamment l'histoire mondiale du XXe siècle, un ouvrage collectif publié aux presses universitaires de France. Et vous avez publié à titre personnel, donc, Qu'est-ce que la géopolitique, toujours aux presses universitaires de France. Et nous sommes en duplex avec le géopolitologue Dominique Moisy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne et professeur au King's College de Londres. Alors, sur la situation en Iran, en Chine et en Russie, bien sûr, celle-ci est dissemblable. Mais enfin, on a appris, par exemple, cette nuit que la Chine allait, dans certaines grandes villes, alléger les mesures anti-Covid. Preuve que le pouvoir chinois a entendu la colère des manifestants. En Iran, il y a la question autour de la suppression de la police des mœurs. C'est la preuve, Dominique Moisy, que les pouvoirs, aussi autoritaires soient-ils, sont obligés de tenir compte de l'opinion publique. Oui, chaque situation est un cas unique. C'est très difficile de comparer l'Iran, la Chine et la Russie, mais on a l'impression, au moins en Iran et en Chine, que le pouvoir entend un peu la rue. En Russie, c'est plus compliqué, alors que c'est le cas peut-être le plus grave. Historiquement, est-ce que le pouvoir survit à la défaite militaire ? On a vu en France que ce n'était pas le cas, ni pour Napoléon Ier, ni pour Napoléon III. Mais en Iran et en Chine, on a effectivement l'impression que le pouvoir ne cède pas à la rue, mais le pouvoir entend pour survivre ce que dit la rue. Justement, est-ce que c'est une question de survie selon vous, Dominique Moisy ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a véritablement une menace existentielle sur Xi Jinping en Chine ou bien sur le pouvoir des mollahs en Iran ? Je distinguerai les deux cas. J'ai l'impression que en Iran, ce qui se passe c'est l'existence d'un climat pré-révolutionnaire, comme le pouvoir des mollahs n'en a pas connu depuis 1979. Est-ce qu'en Chine, on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait en 1989 au moment de Tiananmen ? Je n'en suis pas sûr. Mais le pouvoir a été pris complètement par surprise par, pardonnez-moi l'expression, le ras-le-bol de l'opinion publique chinoise devant les restrictions imposées par le pouvoir en raison du Covid. Et ça s'est multiplié comme une traînée de poudre. Je pense intuitivement que la situation des mollahs en Iran est plus sérieuse du point de vue de leur maintien au pouvoir que la situation de Xi Jinping en Chine, mais nous pouvons nous tromper sur cette appréciation. Qu'en pensez-vous, Florian Louis ? Vous êtes historien et y a-t-il aujourd'hui des moments historiques en Chine, en Russie ou bien en Iran qui sont de nature à voir le pouvoir vaciller ? Oui et non, c'est toujours très difficile de trancher ce genre de questions, parce qu'effectivement, si on regarde sur le temps long, des épisodes comme ceux-ci, on en a connu d'autres, notamment dans les pays qu'on vient de citer, et certains d'entre eux ont abouti effectivement à de grands bouleversements, et d'autres pas, sans qu'il soit forcément évident, y compris maintenant avec le recul, de dire pourquoi à tel moment ça a basculé et à tel autre moment ça n'a pas basculé. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on voit aujourd'hui des formes de continuité, de réapparition, de mouvements protestataires qui ont pu par le passé avoir un impact important. Mais si on prend par exemple le cas de la Chine, effectivement, on peut effectivement faire un parallèle avec Tiananmen, même si c'est quand même assez différent dans les revendications, même si elles tournent de plus en plus à des revendications politiques et démocratiques, du moins dans une partie de la jeunesse, par rapport aux revendications qui étaient quand même clairement politiques en 89. Mais justement, on peut voir que depuis 1989, finalement,
pas grand-chose n'a changé et le régime est parvenu tout à fait à encaisser le choc. J'étais frappé, je relisais la revue Le Grand Continent a republié le discours d'investiture de Jiang Zemin, qui est décédé la semaine dernière et qui au moment de son arrivée au pouvoir après 89, justement, dresser un état des lieux des défis qui se posaient à la Chine. Et il est fou de voir à quel point ce texte vaut quasiment encore pour aujourd'hui. C'est-à-dire que les défis sont toujours les mêmes, les menaces qui pèsent sur le régime du point de vue Quels étaient ces défis selon lui? Eh bien, précisément, le défi de répondre aux attentes d'un peuple, d'être capable de maintenir à la fois le pouvoir unique du Parti communiste chinois, tout en répondant aux aspirations d'une jeunesse. Ça dépend de ce qu'on appelle les aspirations du peuple, puisque il y a eu un certain nombre de commentaires qui tendaient à dire qu'en Chine, le contrat social était un contrat où le pouvoir échangeait l'absence de liberté politique contre la prospérité. Est-ce que c'est ça, selon vous, le contrat social chinois, Florian Loup? Alors, ça l'a été de fait depuis effectivement Deng Xiaoping, et Jiang Zemin, de ce point de vue-là, s'est inscrit dans cette continuité. On voit qu'aujourd'hui, justement, Xi Jinping tente à opérer un peu un tournant par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et de ce point de vue-là, il y a un parallèle aussi peut-être avec, même sans doute avec Vladimir Poutine, qu'on est en présence de dirigeants qui sont prêts à sacrifier une partie de leur prospérité économique, sans doute dans leur esprit temporairement, pour atteindre des objectifs qui sont plus géopolitiques au sens large et même symboliques. On sait que du côté chinois, il y a la volonté pour les 100 ans de la proclamation de la République populaire de Chine en 2049 de devenir la première puissance mondiale. Côté russe, il y a de toute évidence la volonté de redessiner les équilibres internationaux, l'ordre international, d'une manière qui serait jugée plus favorable aux intérêts du pays. Et donc on voit là qu'on a des dirigeants effectivement qui sont prêts à mettre un peu de côté ce pacte qui était assez similaire finalement dans les deux pays, c'est-à-dire en gros les citoyens ne se mêlent pas de la politique, on laisse ça aux professionnels si j'ose dire, mais en contrepartie de quoi on vous assure une prospérité et une sécurité. Or on voit qu'aujourd'hui effectivement le pouvoir est prêt, tente en tout cas de remettre en question une partie de cela. On est prêt à sacrifier quelques points de croissance, par exemple côté chinois, si ça peut permettre de récupérer Taïwan, mettons. Mais Florian Louis, est-ce que ça n'est pas finalement toujours la promesse des dictatures que de dire que si le peuple abdique sa liberté politique, eh bien le pouvoir, lui, se chargera d'assurer sa liberté matérielle, sa prospérité matérielle? C'est vrai, mais ça dépend là encore du contexte, parce qu'au XXe siècle, on a eu au contraire beaucoup de dictatures qui se sont posées comme libératrices, dans le contexte notamment de la guerre froide, où chacun des deux camps avait un discours inversé, mais où finalement la dictature était une protection contre l'horreur absolue du communisme si on était dans une dictature pro-américaine, ou au contraire de l'impérialisme si on était à Cuba. Donc il y a beaucoup de dictatures, paradoxalement, effectivement, et contre-intuitivement, jouent du discours de la liberté, se posent en défenseurs de la liberté, parfois même dans l'histoire vont mener des opérations, des guerres, participer à des affrontements au nom de la liberté. Donc paradoxalement, les dictatures arrivent, au moins dans le discours bien sûr, à se poser parfois en parangon libéral et à dénoncer justement la fausse démocratie qui serait celle du camp d'en face, et en disant que la vraie démocratie, ce serait finalement la démocratie dictatoriale qui ne s'appelle évidemment pas comme ça. Dominique Moïsi, sur cette dialectique justement entre les promesse de la dictature, par exemple la prospérité matérielle, et la terreur, puisqu'elle est utilisée aussi bien en Iran, en Chine qu'en Russie. Comment les choses tiennent-elles, selon vous, dans ces régimes? Bon, je crois que chaque cas, encore une fois, est différent. Mais en Chine et en Iran, il y avait du guizot. Il y avait, en Chine, il y avait du guizot, c'est-à-dire que le pouvoir chinois disait à ses citoyens, écoutez, laissez-moi gouverner, je vous rends riche. Et la révolution qui est en train de se produire avec Xi Jinping, c'est vous serez peut-être moins riche, mais vous allez être encore plus fiers d'être chinois, car je vais rétablir la puissance qui était la nôtre jusqu'au début du 19e siècle. Je vais faire de vous, à nouveau, la première puissance mondiale. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'il y a un cas chinois spécifique. Ce n'est pas un pays, ça n'a jamais été un pays émergent. C'est un pays, c'est une puissance réémergente, avec l'idée que bien, nous étions les premiers hier, nous sommes en train de redevenir les premiers aujourd'hui. Alors, le problème de ce discours, c'est qu'il répond à la réalité, c'est-à-dire que la prospérité n'est plus
au coin de la rue. Et la politique du zéro Covid a effectivement eu un impact très négatif sur la croissance chinoise et s'est ajouté à une période où l'on voyait déjà la croissance se réduire, sinon être en berne. Donc c'est cette idée, je ne peux plus vous rendre riche, comme c'était le cas hier, je vais vous rendre fier. Mais il y a eu aussi une autre promesse qui a été tenue par le pouvoir chinois, Florian Louis, c'est le fait de voir les inégalités réduites, puisque les statistiques montrent que sous Xi Jinping, eh bien, les inégalités sociales et notamment la grande pauvreté a été fortement combattue en Chine. Et puis, par exemple, le programme de lutte contre la corruption qui, là aussi, a été largement médiatisé. Ces éléments ont probablement joué dans le fait que Xi Jinping bénéficie aussi d'un soutien parmi les Chinois. Sans doute. Alors, je n'ai pas les statistiques précises en tête. Je ne suis pas sûr que les inégalités, la pauvreté a reculé. Par contre, les inégalités entre les plus riches des Chinois et les plus pauvres, je ne suis pas sûr qu'elles n'aient pas augmenté depuis l'entrée de la Chine dans le capitalisme. Par contre, à cette échelle de temps, oui, elles ont effectivement augmenté incontestablement. Mais je veux dire sur une période plus récente. Mais donc, oui, effectivement, il y a des réussites qui ne sont pas, pour le coup, justement, je ne pense pas spécialement accréditer ces réussites économiques principalement à Xi Jinping. Elles sont accréditées plutôt à Deng Xiaoping. Xi Jinping, de ce point de vue-là, opère un tournant, on l'a dit, qui va justement peut-être un peu sacrifier cette quête de la richesse au profit plutôt d'une quête de la puissance, avec l'idée justement que, contrairement au discours très en vogue dans les années 90, la richesse ne suffit pas à faire la puissance. À un moment, il faut passer par des choses, entre guillemets, plus sérieuses, des armes, des bras de fer, des confrontations. Alors, oui, effectivement, il y a sans doute des soutiens. Le Parti communiste chinois est un immense mastodonte de près de 100 millions d'adhérents qui maille tout le pays et qui est donc capable d'assurer à la fois un encadrement et sans doute de la population et sans doute aussi effectivement une forme de soutien à celle-ci. On peut aussi de manière paradoxale, mais c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment dans l'histoire, voir finalement notamment ce qu'on voit en Chine aujourd'hui, c'est moins vrai peut-être dans les autres, en Iran par exemple, mais un peu le revers de la médaille de ce succès, c'est-à-dire qu'on sait très bien que plus une société se développe, s'enrichit, plus sa population s'éduque, et bien plus elle va avoir des revendications, notamment d'ordre démocratique. C'est-à-dire que quand on a assuré un certain seuil de qualité de vie matérielle, eh bien on se pose des questions justement plus immatérielles qui sont, alors du côté de Xi Jinping, celle de la puissance, celle du symbole, celle de la fierté, comme disait Dominique Moisy, mais du côté, entre guillemets, du chinois moyen, la question c'est peut-être justement celle de la liberté, de voyager, de s'exprimer, et c'est toute la difficulté pour les régimes autoritaires, c'est-à-dire qu'ils apportent parfois, effectivement, ils parviennent par leur autoritarisme à apporter des améliorations à la qualité de vie matérielle de leur population, au risque parfois de saper la branche sur laquelle ils sont assis, parce que plus une population est éduquée, plus elle est développée, plus elle aura tendance à s'opposer à un régime dictatorial. Mais pour la situation en Russie, cette fois-ci, Dominique Moisy, parce que là aussi, ce qu'il y a de particulièrement frappant dans la période que nous traversons, c'est qu'il y a quelque temps, la Russie était considérée comme une société proche de la nôtre, et puis finalement on la voit aujourd'hui basculer dans le bellicisme, basculer dans une forme de nationalisme qui nous est en grande partie étranger. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a mal lu, je crois, la Russie. On avait le sentiment, globalement, que le capitalisme entraînait l'individualisme et que l'individualisme entraînait la démocratie. En fait, si on applique ce schéma à la Russie, ça n'a pas du tout fonctionné. Je suis à Berlin aujourd'hui pour commémorer le 30e anniversaire de la création d'une école pour la démocratie pour les députés de la Douma, pour les parlementaires. À l'époque, j'avais le sentiment, en contribuant à créer cette école, que voilà, ça y est, c'était fait, que pour la première fois de son histoire, la Russie allait devenir démocratique et que ce qu'elle avait échoué à faire, à réaliser après justement la défaite militaire subie en 1905 face au Japon, elle allait le réaliser après la fin de l'URSS, avec l'arrivée au pouvoir de Yeltsin. Ça ne s'est pas du tout passé comme cela. La corruption a détruit
l'ouverture capitalistique très largement. Et puis la Russie est redevenue, sous l'impact de Vladimir Poutine, plus nationaliste que jamais, revancharde. Elle a utilisé l'humiliation comme une arme, ce qui était, c'est intéressant, le cas des mollahs en Iran. Et nous nous trouvons dans la situation actuelle, alors qui est intéressante parce qu'on peut effectivement se poser la question de savoir si la défaite, car c'est une défaite militaire pour le moment, de la Russie en Ukraine, aura le même impact sur la Russie de Poutine que la défaite militaire très claire subie en 1905 par la Russie devant le Japon a eu pour elle, par étapes, donc la fin de l'Empire russe, 1905, puis la Première Guerre mondiale, et puis 1917. Donc est-ce qu'on est, c'est ça qui est, me semble-t-il, intéressant pour nous, est-ce que pour comprendre la Russie d'aujourd'hui, il ne faut pas revenir à la Russie de 1905 ? C'est, je crois, une question essentielle que nous devons nous poser. Mais alors, parce que si on poursuit Dominique Moïsi, on pourrait se dire aussi que cette guerre en Ukraine, c'est finalement l'une des conséquences de la décomposition de l'Empire, un empire qui cherche à se recomposer et qui a les difficultés que l'on voit à y parvenir. Tout à fait. En fait, alors il y a cette spécificité russe selon laquelle on dit eh bien la Russie sans son empire n'existe pas. La décolonisation pour la Russie, ça n'a pas du tout le même sens que pour la France et la Grande-Bretagne. La France et la Grande-Bretagne avaient leur empire très loin du cœur de leur pouvoir. Dans le cas russe, l'Empire, il est à côté. C'est comment fixer la frontière pour les Russes. Sans leur empire, ils ne sont plus russes. Je crois que c'est ça qu'essaye de vendre Poutine à sa population dans le prolongement de l'histoire impériale de la Russie. On continue de parler donc de ces évolutions aujourd'hui des régimes dictatoriaux suite à la pression de la rue en Iran et en Chine, suite évidemment aux conséquences de la guerre en Russie avec l'invasion de l'Ukraine. Nous sommes en compagnie de Florian Louis, historien des relations internationales, et de Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'Institut Montaigne et professeur au King's College de Londres. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, parce que les dictateurs aussi font de la politique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Florian Louis. Vous avez notamment dirigé l'histoire mondiale du XXe siècle aux Presses universitaires de France. Et nous sommes en duplex avec Dominique Moïsi, qui est conseiller spécial de l'Institut Montaigne et professeur au King's College de Londres. On vient de l'apprendre aujourd'hui. La Chine, Dominique Moïsi, a considérablement allégé toutes les politiques qui étaient menées contre le Covid. C'était une revendication, la revendication principale des manifestants. Cela signifie-t-il qu'un axe quasiment identitaire de la politique menée par Xi Jinping a été abandonné, ou bien est-on sur des choses finalement assez périphériques, puisque ça n'appartient pas en propre à la doctrine de Xi Jinping que d'avoir une politique zéro Covid? Votre point de vue à ce sujet? Non, je ne crois pas que ce soit périphérique. Je pense que la politique du zéro Covid a été totalement associée, identifiée avec la personnalité de Xi Jinping et l'échec cuisant de cette politique qui a été rejetée, on l'a vu dans la rue par une partie des Chinois, est au débit de Xi Jinping. Alors quand on regarde la situation un peu de l'extérieur et sans être en rien un spécialiste de ces questions, il y a une solution qui apparaît évidente, c'est-à-dire que la Chine a besoin de vacciner et de vacciner massivement, en particulier sa population la plus âgée. Et si elle ne l'a pas fait, c'est
peut-être, un, parce qu'elle n'était pas capable de le faire, deux, parce qu'il n'y a pas de confiance dans les vaccins au sein de la population chinoise. Et là, on voit bien la différence entre les dictatures et les démocraties. Il y a des minorités dans nos pays qui sont hostiles au vaccin, mais la grande majorité de la population considère que rationnellement, c'est la seule politique à suivre. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant en Chine? Alors c'est compliqué bien sûr de faire des prophéties, Dominique Moisy, mais j'imagine que dans les dictatures on a peur de la pente glissante, puisqu'à partir du moment où le pouvoir cède sur un élément aussi important de sa politique que la politique zéro Covid, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? C'est effectivement la question. Il y a d'abord sur le fait que le pouvoir cède à la politique zéro Covid. Est-ce que ça risque de se traduire par des millions de morts, ce qui serait un échec encore plus considérable? La Chine aurait basculé entre deux extrêmes, celui du zéro Covid qui n'a pas marché, qui a été rejeté au nom de la liberté, et celui de céder à la population qui crée des résultats sanitaires catastrophiques. Donc dans les deux cas, la Chine paraît effectivement faire face à un défi majeur. Donc est-ce que le vaccin peut sauver Xi Jinping? C'est une question qui sera posée incontestablement dans les semaines et dans les mois à venir. Et oui, parce qu'il y a la pression de la rue, il y a aussi les pressions internes au pouvoir chinois. Et là, est-ce qu'il est possible d'avoir une vision, non pas une vision claire, mais d'avoir en tout cas quelques éléments de réponse à ce sujet, Dominique Moisy? On a l'impression quand même qu'il y a au sein du pouvoir chinois un débat. Alors ce débat, il est feutré, on a du mal à en saisir les tenants et les aboutissants, mais pour la première fois, Xi Jinping est contesté. Vous avez des gens autour de lui qui disent « mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de détruire ce que tu as construit précédemment ?» Et bien entendu, tous ceux qui, autour de lui, rejetaient la centralisation absolue du pouvoir, le passage d'un pouvoir collectif à l'heure de Deng Xiaoping au retour au dernier empereur de Chine, trouvent des arguments dans ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Alors est-ce que c'est le début du commencement de la fin pour Xi Jinping? Je me garderais bien de faire un tel pronostic. On voit en tout cas, Florian Louis, que les dictatures peuvent lâcher sur des éléments importants. Vous qui êtes historien, à quoi cela peut-il faire référence lorsque vous songez à des exemples de dictateurs qui cèdent du terrain face à la pression de leur opinion publique? Alors, ça fait notamment évidemment penser à la glasnost, en fait, à la fin de l'Union soviétique. Et c'est important et intéressant parce qu'on sait que c'est justement l'une des hantises et des convictions du pouvoir chinois, c'est de se dire, là où nos frères, entre guillemets, qui étaient devenus d'ailleurs des rivaux, mais bon, soviétiques, ont échoué en faisant à la fois une libéralisation économique, la perestroïka, bien après les Chinois et bien moins bien qu'eux, mais aussi une libéralisation politique, ce que se sont bien gardés de faire les Chinois, eh bien, eux se sont effondrés. Et donc, il y a la conviction, à Pékin, à tort ou à raison, que si la Chine a tenu là où l'URSS a échoué, c'est précisément parce qu'on ne s'est pas engagé sur cette pente glissante d'une libéralisation politique. Et donc, de ce point de vue-là, fort de cette conviction, il est effectivement du coup très compliqué pour les dirigeants chinois actuels et pour Xi Jinping d'aller sur une pente effectivement qui accorderait trop de place à une forme de liberté d'expression et de participation de la population à la prise de décision, parce qu'il y a vraiment la conviction que l'exemple soviétique est justement un contre-exemple à ne pas suivre. Et oui, parce que ça signifie, Florian Louis, qu'à partir du moment où un pouvoir dictatorial cesse d'être dogmatique et devient pragmatique, eh bien, il est fichu. Alors,
Bon, j'imagine que les choses ne sont pas aussi tranchées. Non, un pouvoir dictatorial, en fait, il a surtout besoin, peu importe, je dirais, la manière dont il s'y prend, il a besoin de simplement acheter d'une certaine façon sa population, et pour cela, de lui assurer, d'en prendre soin finalement. Et on revient à la question du vaccin qu'évoquait Dominique Moïsi, c'est-à-dire que pendant longtemps, et notamment les historiens et les politistes, à la suite notamment d'Hannah Arendt, ont étudié les systèmes autoritaires et dictatoriaux essentiellement sous l'angle de la répression, de la coercition. Aujourd'hui, depuis déjà maintenant 20 ou 30 ans, les historiens, au contraire, montre bien qu'une dictature, ça ne peut pas tenir simplement par la répression, ça tient aussi par l'adhésion, adhésion qui peut être une forme d'adhésion par conviction idéologique, par la propagande, par l'idéologie, mais aussi et surtout par tout simplement l'intérêt matériel. Et on en revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que tant qu'on est capable de fournir une forme de... Bernard Brunto, un historien, a publié récemment un livre qui s'intitule « Le bonheur totalitaire », c'est-à-dire comment finalement on peut, souvent au détriment d'autres populations, mais offrir une forme de bonheur, de protection, de prospérité à sa population. Eh bien, on arrive à maintenir une forme d'adhésion ou en tout cas de consentement tacite. Mais les derniers temps de l'Union soviétique ont été particulièrement durs à cet égard. C'est-à-dire les magasins étaient vides. Alors certes, ça n'était plus la terreur stalinienne, mais il y avait énormément de souffrance, en tout cas de privation dans la population, et ces privations, eh bien, ne pouvaient pas plaider en faveur du régime. Oui, bien précisément, à partir du moment où un régime autoritaire n'est plus capable de fournir une forme de bonheur à sa population, eh bien, c'est souvent le début de la fin. Alors, on est encore justement loin de là en Chine, en Iran c'est encore différent, la Russie, il faudra voir. Ce qui est frappant en Russie d'ailleurs, par rapport à ce que disait Dominique Moïsi au tout début de notre entretien, il disait que finalement le pouvoir ne reculait pas face à la rue, mais ce qui est frappant, c'est qu'en Russie, il y a peu de monde dans la rue, finalement, parce que finalement, c'est un régime aussi où on peut encore s'enfuir, aller à l'étranger, et donc la manière de protestation et de protester est un peu différente, ce qui explique ce qui est peut-être une autre forme de soupape de sécurité qu'utilise le pouvoir russe, qui est finalement de laisser partir ceux qui ne sont pas derrière lui, plutôt que de les garder pour les réprimer, ce qui est toujours plus compliqué. Alors, justement, Dominique Moïsi, l'un des sujets d'interrogation, c'est l'Iran, puisque la République islamique, depuis 1979, est une république dont on proclame la mort parce qu'on se dit que les mollahs sont très impopulaires depuis longtemps, et puis ces mollahs, on le voit, ils sont toujours là, et rien n'indique, sauf si vous pensez le contraire, que leurs derniers moments sont venus. Oui, la capacité de répression du régime iranien demeure très grande. On a même l'impression que la dissolution de la police des mœurs qui a été annoncée par certains mollahs ne correspond pas à la réalité, qu'il y a au sein du pouvoir iranien des tensions, des divisions, mais que les plus durs, entre guillemets, ont tendance à l'emporter sur les autres. Et en même temps, ce qui est très frappant dans les manifestations qui ont suivi la mort tragique de cette jeune femme qu'on accusait de mal porter le voile, c'est qu'elles ont eu lieu dans l'ensemble du pays et même dans des zones dites traditionnalistes, et que pour la première fois, les hommes sont descendus dans la rue au même titre que les femmes sur des revendications qui n'étaient plus liées à tel ou tel sexe, mais qui dépassaient cela. Le voile était devenu un symbole d'unité nationale dans le rejet de son application totale. Donc, je dirais que des trois pays dont nous parlons aujourd'hui, la Chine, la Russie et l'Inde, celui qui peut apparaître comme le plus vulnérable, je parle de l'Iran, celui qui peut apparaître comme le plus vulnérable, c'est le dernier nommé, c'est-à-dire l'Iran. C'est que ça fait longtemps que la contestation est là, elle commence à déborder les capacités du pouvoir à réprimer. Donc c'est un pari que l'on fait. Mais alors, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Dominique Moïsi, mais alors, parmi les raisons pour lesquelles on considère que les régimes sont puissants, les régimes dictatoriaux, il y a par exemple, dans le cas iranien, le fait qu'il n'y a pas d'alternative politique évidente. Que pensez-vous à cette remarque ?
Oui, non, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas, il y a pas d'homme politique d'opposition qui soit à l'extérieur du pays et qui incarne la révolution et la liberté. Le régime du Shah n'est plus et n'a jamais été une alternative sérieuse. Mais en même temps, on a l'impression que la population n'en peut plus globalement, que la situation économique, sociale du pays, la dénonciation de la corruption des mollahs est quasi universelle, que des campagnes au bazar, il y a une sorte de rejet avec le peuple qui dit « assez, ça fait plus de 40 ans que vous nous imposez un obscurantisme qui ne fonctionne pas, qui a isolé notre pays totalement, ça n'est plus possible. » Donc je crois que là, on a peut-être franchi une étape et j'ai tendance à croire ces femmes qui incarnent la résistance et qui disent que cette fois-ci c'est différent. Cette fois-ci, eh bien, on est à un tournant. Le printemps perse est en train d'arriver. Qu'en pensez-vous, Florian Louis? Je ne sais pas si le printemps perse est en train d'arriver. En tout cas, effectivement. Je ne demande pas de prophétie. La question qu'on soulevait là, qui était la question de l'alternative, et ça, pour les 3 pays dont on parle, elle est évidemment fondamentale, parce que c'est important, évidemment, de voir les forces, les faiblesses du régime en place. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui advient après? Et l'une des leçons, entre guillemets, du XXe siècle, c'est que les révolutions débouchent rarement sur des démocraties. Beaucoup des dictatures dont on parle aujourd'hui sont nées de révolutions, justement. Et finalement, qu'est-ce qui permet souvent la démocratisation? Qu'est-ce qui permet la transition démocratique? C'est souvent quand ça vient de l'intérieur du régime. Parmi beaucoup d'exemples, alors des dictatures de nature très différente au demeurant, mais l'Espagne franquiste, l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est souvent quand justement des hommes ou des femmes de l'intérieur du régime prennent des choses en main, conçoivent, parce qu'ils se sentent, évidemment, ils le font rarement de gaieté de cœur, alors soit parce qu'ils se sentent partir, comme Franco, soit parce qu'ils se sentent acculés, comme peut-être Frédéric de Clercq, et ont l'intelligence de se rendre compte que, justement, pour d'abord leur bien personnel, mais pour le bien de leur pays, pour éviter de sombrer dans un chaos dont ne peut souvent sortir que le pire, il faut aller sur la voie de la transition. Donc, effectivement, la meilleure chose à souhaiter, en tout cas pour les 3 pays dont on parle, plus qu'une révolution, c'est que cette pression populaire aboutisse à des changements, à ce que des personnalités nouvelles apparaissent et puissent contribuer à faire évoluer dans le sens d'une évolution qui soit plus positive et qui réponde aux revendications qui s'expriment. Avec le problème dans certains des pays, notamment l'Iran et la Russie qu'on évoque, mais surtout l'Iran, pour le coup, qu'on est dans des pays qui sont des pays avec des minorités nationales, ethniques. Je pense en Iran, aux Baloutches ou aux Kurdes, par exemple. La jeune fille qui est décédée, qui est à l'origine du mouvement, est kurde. Alors, justement, le mouvement et les protestataires ont pris soin, et à juste titre, de mettre en avant finalement des revendications qui ne sont pas du tout identitaires, mais c'est aussi l'un des risques lorsque ce type de régime tombe dans ce type de pays où on a une population donc avec des minorités importantes, c'est le risque finalement d'éclatement de guerre civile. On a vu ce qui s'est passé en tout autre contexte, mais par exemple en Irak à la chute de Saddam Hussein. Donc c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux, je pense, en tout cas quand on regarde les transitions démocratiques du XXe siècle, elles se sont en général passées dans un cadre contrôlé plutôt qu'un cadre révolutionnaire où tout s'effondre d'un seul coup, parce que quand tout s'effondre d'un seul coup, souvent, on va partir en quête de l'homme fort qui va essayer de rétablir de l'ordre et on repart pour une dictature souvent pire que la précédente. Le dernier élément du triptyque, c'est la Russie. Vous évoquiez, Dominique Moisy, le fait qu'aujourd'hui, on assistait à une défaite russe en Ukraine. Est-ce que cette guerre perdue, qui était la guerre pratiquement personnelle de Vladimir Poutine, est-ce que cette guerre perdue peut lui coûter le pouvoir? Dans quelles conditions assiste-t-on à un effondrement de régimes dictatoriaux suite à une guerre qui a été une guerre perdue? Je reprendrai les propos qui me paraissent fort justes de Florian Louis. Il y a effectivement le risque en Russie, c'est que le pouvoir réel, les services de sécurité, le KGB hier, le FBS aujourd'hui, se tournent vers Poutine en lui disant « mais tu nous as fait perdre cette guerre, tu es peut-être en train de nous faire perdre la Crimée, tant pis pour toi. Nous avons des alternatives
et il y a sans doute au sein du FBS des gens qui aujourd'hui sont déjà en train de penser l'après-Poutine, mais un après-Poutine qui ne signifierait pas la fin de la dictature, mais bien au contraire un durcissement de celle-ci, avec la seule opposition crédible aujourd'hui à Poutine ne vient pas des démocrates, mais semble venir des personnalités les plus nationalistes encore, les plus extrêmes. Donc il y a ce risque, c'est que la défaite se traduise par une radicalisation plus extrême encore du pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian ? Oui, alors il est vrai que dans l'histoire, les défaites militaires conduisent souvent à la chute des régimes, surtout quand ils sont dictatoriaux qui les ont initiés. On peut penser par exemple à la guerre des Malouines en 82, qui aboutit à la fin de la junte militaire argentine en 83. On peut bien sûr penser à l'Allemagne nazie et à tant d'autres. Donc effectivement, dans le cas de Vladimir Poutine, une défaite militaire serait catastrophique. La grande question justement, c'est de savoir si elle sera catastrophique pour lui, parce que finalement, il incarne totalement cette guerre. C'est presque la guerre de Poutine plus que la guerre de la Russie. Et d'une certaine façon, c'est ce qui pourrait sauver le système qu'il a mis en place, dans les habits duquel pourrait se glisser quelqu'un d'autre, alors qui, j'en ai aucune idée. Mais voilà, la question, c'est de savoir si la défaite se confirme, et il faudra voir aussi son ampleur. Est-ce que la Crimée restera russe ou pas, etc. Bon, si elle se confirme, ça va forcément tanguer, mais le plus probable, c'est peut-être sans doute que ça tangue pour Vladimir Poutine. D'ailleurs, peut-être pas, qu'il sera écarté en douceur, sous divers prétextes, et peut-être pas dans l'immédiat. Dominique Moisy évoquait tout à l'heure la défaite russe de 1905, mais effectivement, en 1905, le tsar, suite à la défaite face au Japon, fait des concessions, mais 2 ans après, il annule ses concessions, et puis il faut attendre 1917, donc il faut attendre 12 ans pour qu'on ait vraiment un changement de régime, et après une deuxième guerre et une deuxième défaite dans la Première Guerre mondiale. Donc tout ne se fait pas automatiquement, et je pense que c'est pas, même en cas de défaite, entre guillemets, reconnue et assumée par la Russie, c'est pas... Poutine ne tomberait peut-être pas du jour au lendemain, et à vrai dire, il sera sans doute suffisamment intelligent, même en cas de défaite, justement pour laisser pourrir la situation, c'est-à-dire pour laisser perdurer une guerre à bas bruit, entre guillemets, comme elle durait déjà depuis 2014, avant qu'elle reprenne cette année, pour justement, tant que la guerre n'est pas finie, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, on ne peut pas désigner le vainqueur ou le perdant, et donc il peut toujours se prévaloir, si ce n'est d'une victoire, d'une non-défaite. Mais alors, justement, Dominique Moisy, parce qu'aujourd'hui, il y a dans les prises de parole des chefs de l'État, je pense par exemple à Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait bâtir une paix future entre l'Ukraine et la Russie avec la sécurité de la Russie, ce qui peut sembler quand même assez paradoxal. La sécurité de l'agresseur, c'est quelque chose auquel on ne songe pas spontanément, sauf si on considère qu'il faut sécuriser le pouvoir de Poutine parce que ce qui pourrait le remplacer serait pire. Oui, j'ai l'impression que dans le cas du président français, il y a une pratique peut-être malheureuse du concept d'en même temps. Il avait le sentiment d'avoir été peut-être trop loin dans le soutien à la position américaine lorsqu'il était à Washington, et il voulait rééquilibrer sans doute cette position, et il l'a fait d'une manière qui effectivement peut prêter à critique. Mais la comparaison historique un peu audacieuse qui m'est venue spontanément à l'esprit le 24-25 février 2022, c'est entre Napoléon, la campagne de Russie, et Poutine, la campagne d'Ukraine. Pour Napoléon, la campagne de Russie a été le début du commencement de la fin. 2 ans plus tard, et on était à Fontainebleau, il faisait ses adieux à la garde, il partait pour Sainte-Hélène. Est-ce qu'on peut se demander si cette guerre en Ukraine, il partait pour l'île d'Elbe d'abord, et en 1815 pour Sainte-Hélène, est-ce qu'on peut se demander si pour Poutine, cette guerre en Ukraine ne sera pas l'équivalent de ce qu'a été la campagne de Russie pour Napoléon, la guerre inutile de trop qui affaiblit le régime au point qu'à un moment donné, eh bien, ils doivent céder le pouvoir. Avec la différence, c'est qu'on revenait à l'ancien régime en 1815, et là, on est dans une situation très différente en 2022-2023.
Un mot de conclusion, Florian Louis. Oui, donc effectivement, guerre de Russie, il y avait déjà la campagne d'Espagne qui avait mal tourné pour Napoléon. La différence, c'est que Poutine est beaucoup plus vieux que Napoléon ne l'était à l'époque, donc de toute façon, Poutine ne sera pas éternel, et la fin de Poutine, quoi qu'il arrive, et même sans cette guerre, finalement, elle arrivera prochainement. C'est quelqu'un qui doit penser à la suite, qui doit penser à la transition, qui pensait sans doute avant cette guerre, qui peut-être a déclenché cette guerre avec un plan en vue, justement, pour la suite. La différence aussi, c'est que Poutine aurait pu imaginer reconstruire l'Empire, alors que C'est sans doute, à mon avis, son idée. À mon avis, il avait l'idée justement qu'il lui restait peut-être 10, 15 ans au pouvoir et qu'il fallait qu'il laisse à son successeur, qui serait forcément moins bon que lui, qu'il ait fini le travail compliqué pour que ceux qui lui succéderaient, qui seraient sans doute moins bons que lui, n'aient plus qu'à gérer son héritage plutôt qu'à faire mieux que lui, du moins le pensait-il, puisqu'au final, ça s'est pas vraiment révélé aussi simple qu'il l'espérait. Donc, alors, la comparaison avec Napoléon, c'est une chose. La comparaison avec d'autres dictateurs, on aurait pu penser aussi à Nasser, qui a réussi à se maintenir au pouvoir après une guerre perdue. Je pense bien entendu à la guerre des 6 jours. Contre Israël, Nasser étant le dirigeant égyptien à l'époque. Là aussi, cela montre qu'un dictateur peut très bien, après une lourde défaite, se maintenir au pouvoir. Oui, alors avec le fait que c'était effectivement quelqu'un qui avait une popularité dans son pays et dans l'ensemble du monde arabe sans commune mesure avec celle de Vladimir Poutine dans son propre pays, où il s'est maintenu pas très longtemps, puisqu'il est mort 3 ans plus tard, en 70. Ça, la biologie peut faire son office, mais c'est autre chose. Et il s'est maintenu quand même très affaibli, et voilà, il avait quand même perdu beaucoup de son aura dans cette défaite, surtout que ce n'était pas la première, loin s'en faut. Et bon, son heure de gloire, c'était après plutôt le succès de Suez, et un succès qui venait très largement d'une habileté diplomatique plus que d'une habileté stratégique sur le champ de bataille. Florian Louis, on peut vous retrouver dans l'histoire mondiale du XXe siècle. C'est aux presses universitaires de France. Peut faire un beau cadeau, par exemple, avec qu'est-ce que la géopolitique, toujours aux presses universitaires de France. Merci Dominique Moisy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur au King's College de Londres. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.